Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Pour ce nouveau numéro, nous avons sélectionné pour vous 3 décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de responsabilité du curateur, de prescription de l'action en réduction des libéralités et de passif en régime de communauté universelle. On commence avec toi Rémi, par un arrêt dans lequel il était question de savoir si un curateur peut valablement conclure seul un mandat au nom d'un majeur sous curatelle renforcée. Dans cette affaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné dans le cadre d'une curatelle renforcée, avait conclu seul, au nom du majeur protégé, un mandat portant sur le recrutement d'auxiliaires de vie. Au décès du majeur, sa fille avait contesté le coût de cette prise en charge, selon elle excessif, et engagé la responsabilité du curateur pour avoir dépassé ses pouvoirs. La Cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation en retenant notamment que le curateur n'avait pas commis de faute en concluant seul le mandat. La Cour de cassation censure la Cour d'appel sur ce point. Elle rappelle que dans le cadre d'une curatelle renforcée, les pouvoirs de représentation du curateur sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Pour le reste, le curateur est muni de simples pouvoirs d'assistance, de sorte qu'il ne pouvait pas conclure seul le mandat en cause. Peut-on en déduire que la requérante a obtenu gain de cause? En aucun cas, puisque les conditions de la responsabilité civile du curateur n'étaient pas réunies. En effet, la Cour d'appel avait relevé l'absence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. D'une part, la décision de recruter des auxiliaires de vie était indispensable au maintien des époux à domicile, conformément à leur volonté. D'autre part, le coût global de l'intervention des auxiliaires de vie n'avait rien eu d'exorbitant, compte tenu de la durée de la prise en charge. La Cour de cassation a donc approuvé le rejet de la demande d'indemnisation. Passons maintenant à la question relative à l'action en réduction des libéralités. L'action en réduction des libéralités, qui empiète sur la réserve héréditaire, est naturellement soumise à un délai de prescription, au-delà duquel elle ne peut plus être exercée. L'article 921 du Code civil énonce ainsi que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. Devant la Cour de cassation, un héritier prétend que cette disposition doit être interprétée en ce sens que dans tous les cas, celui qui demande la réduction doit agir dans les 2 ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve. Quelle est la réponse de la Cour de cassation? La haute juridiction n'est pas de cet avis. Elle juge que pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès, ou au-delà, jusqu'à 10 ans après le décès, à condition d'être exercée dans les 2 ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Autrement dit, le délai de 2 ans prend la suite du délai de 5 ans. Il ne s'y substitue pas dans le cas où il serait établi que l'héritier réservataire avait connaissance d'une atteinte à sa réserve. Signalons qu'avant la réforme des successions et des libéralités de 2006, le délai de prescription de l'action en réduction était de 30 ans. Un tel délai était critiqué en raison de l'insécurité des partages successoraux en résultant. Intéressons-nous maintenant à une décision rendue à propos d'un régime matrimonial de communauté universelle qui illustre la distinction à opérer entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette. Florence, peux-tu nous en dire plus? Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, y compris personnelles. Par conséquent, si un époux souscrit seul un emprunt, cette dette incombe définitivement à la communauté. Peu importe que cet emprunt ait été souscrit avant même le changement de régime, puisque en l'espèce on était passé d'une communauté légale vers une communauté universelle. Peu importe aussi que le consentement du conjoint n'ait pas été donné. Telle est la règle qui s'applique pour un régime de communauté universelle lorsqu'il s'agit de déterminer dans les rapports entre époux, à la liquidation du régime, le patrimoine qui doit supporter la charge définitive de la dette. C'est la question de la contribution à la dette. Et qu'en est-il dans les relations avec les tiers? Dans les relations entre les époux et les tiers, c'est différent. On s'intéresse alors à l'obligation à la dette, qui définit les biens sur lesquels un créancier peut exercer son droit de poursuite. En principe, le paiement de toutes les dettes dont chaque époux est tenu peut toujours être poursuivi sur les biens communs, avec toutefois une exception notable qui concerne les emprunts et les cautionnements. L'article 1415 du Code civil restreint le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus du débiteur, sauf consentement express de l'autre conjoint. Dans l'affaire du 17 janvier, l'épouse requérante, qui n'avait pas souscrit l'emprunt, ni même donné son accord, pensait pouvoir se prévaloir de cette exception. Mais il n'en était rien, puisque les juges n'avaient été saisis d'aucune demande de la banque, donc du tiers, du créancier, contre l'épouse. La question de l'obligation de la dette
ne se posait pas. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.